Il est grand temps maintenant de présenter les différents invités de ce soir. Tout d'abord, Sylvain Boulet, bonsoir. On ne vous voit pas à l'écran. Bonsoir, voilà, c'est mieux. Voilà, Bonsoir. 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 Vous êtes planétologue et professeur à l'Université Paris-Saclay et entre autres co-responsable du programme de sciences participatives vigicielles. Tout à fait. Voilà, on aura l'occasion de parler d'autres initiatives que vous menez. Sébastien Chavigné, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes rédacteur en chef de la chaîne YouTube Zeste de Science du CNRS, pilotée par le CNRS Images. Élodie Chabrol, bonsoir. On ne vous entend pas. Oui, bonsoir. Pardon. Donc, vous êtes entre autres également fondatrice et directrice du festival Pint of Science France et international et créatrice du podcast Sous la blouse. Oui, tout à fait. Anne Dezière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Viginature, donc un programme de sciences participatives, un des programmes de sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle. Oui, tout à fait. Nous avons également avec nous ce soir Antoine Fournier, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes enseignant en SVT en lycée général et vous êtes créateur de la chaîne YouTube de vulgarisation Biosphère, B-I-O-S-F-E-A-R. Voilà. Tout à fait. Et nous avons également avec nous Nathalie Lambert. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes, vous, responsable des médias sociaux du CNRS et donc vous interviendrez également pour parler du positionnement du CNRS sur ces sujets. Alors, je vais commencer par une brève introduction pour dire que voilà, ces dernières années, on a vu l'importance prise par YouTube et avec ses différentes chaînes de vulgarisation scientifique, alors toute science, hein, pas seulement sciences dures, notamment avec des niveaux d'abonnement qui dépassent les milliers, dizaines de milliers. Donc, on peut citer certains YouTubeurs très connus comme Bruce Bannerman avec sa chaîne e-pensée ou Dirty Biology de Léo Grasset. Donc à chaque fois, il compte voilà, plusieurs millions d'abonnés avec des vidéos qui peuvent faire des centaines de milliers de vues à chaque fois. On peut citer côté sciences humaines, c'est une autre histoire de Manon Bril avec plus de 500 000 abonnés, ou la chaîne de Tania Louis aussi qui recueille plus de 200 000 abonnés, qui n'est pas en sciences humaines, pardon, mais là je pensais plutôt aux chaînes peut-être un peu moins connues. Et alors, ce qui est spécifique à ces chaînes YouTube, ce ne sont pas toujours des scientifiques derrière la caméra. Parfois, ce sont des scientifiques de formation, parfois non. Justement, Tania Louis, qui est vulgarisatrice et youtubeuse, a produit des études sur le profil de ces vidéastes culturels, comme elle les appelle. Pour donner quelques éléments de précision, c'est en tout cas des références qui vous seront données dans le compte-rendu de ce webinaire, toutes les références qui sont citées. Donc, Tania Louis a observé dans ses études, la dernière date de 2018, en tout cas la plus récente n'est pas encore publiée. Et donc, ce qu'elle avait repéré à partir de 190 répondants, c'était que ces youtubeurs étaient donc majoritairement des hommes sans formation audiovisuelle à l'origine et plutôt bien diplômés. Je crois que le diplôme qui recueillait le plus de réponses, c'était le master. Et on observait une adéquation souvent importante entre le contenu des vidéos et la formation d'origine du youtubeur. Voilà. Donc, pour exemple, si j'ai un master de biologie, je vais ouvrir ma chaîne de biologie. Voilà. Du coup, cette petite introduction brève pour donner ce paysage et commencer à rentrer dans le sujet en passant par YouTube. Et j'ai envie de vous demander, à certains en particulier, quels usages en fait sont faits de ces vidéos YouTube aujourd'hui qui donc pullulent sur YouTube avec plus ou moins de rigueur, hein, bien évidemment. Ce qui est très difficile, c'est de savoir si elles sont utilisées comme support pédagogique. Et donc sur ce sujet, je vais laisser la place à Antoine Fournier, qui est donc jeune enseignant. Alors peut-être vous allez vous présenter en quelques mots votre parcours, Antoine Fournier. Vous avez d'abord créé une chaîne YouTube pendant vos études, puis vous êtes devenu enseignant, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. En fait, j'ai fait des études d'ingénieur agronome et pendant ces études, j'ai ouvert une chaîne YouTube de vulgarisation de biologie, du coup, en lien un petit peu avec ces études. Et j'ai passé les concours de l'enseignement il y a 2 ans. Donc, je suis ce qu'on appelle un enseignant stagiaire. Donc, je fais un master en parallèle de la première année d'enseignant, en mi-temps. Et pendant ce master, je fais un mémoire. Et mon sujet de mémoire étudie justement l'utilisation des vidéos YouTube vulgarisées par les enseignants en situation de cours. Voilà, donc ça tombe dans ce thème. Alors ça, c'est le sujet de votre master aujourd'hui, justement, l'utilisation de YouTube par les enseignants. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir en savoir plus? Justement, c'est des données qu'on n'a pas du tout, c'est très difficile de le savoir.
Ah oui, oui, tout à fait. En fait, bah, vu que le phénomène général de YouTube est assez émergent, donc je pense qu'on ne peut pas trop se tromper en disant que c'est depuis 2014 qu'il y a vraiment des vulgarisateurs culturels, comme vous avez dit, qui apparaissent un peu de partout. Donc, il n'y a pas grand-chose comme information dessus. Et en tout cas, les profs qui l'utilisent, du coup, l'utilisent en tout cas depuis pas très longtemps, si jamais ils l'utilisent. Et donc, moi, comme j'ai un peu la double casquette, un peu vulgarisateur, un peu prof, j'ai vu que les profs les utilisaient. Alors, pas forcément des vidéos de vulgarisation, mais peut-être des vidéos de cours en ligne, peut-être des vidéos qui illustrent des phénomènes naturels, par exemple. Donc, je parle plus de SVT, bien sûr, hein, pas trop des autres disciplines que je connais pas trop. Et donc, l'idée, c'était de faire un état des lieux de est-ce que les profs les utilisent ou pas sur un échantillon un peu représentatif, et savoir pourquoi ils s'en servent. Est-ce qu'ils s'en servent pour aider les élèves à réviser? Est-ce qu'ils s'en servent pour poser des problématiques, pour amorcer un peu les séances, comme introduction, quoi? Ou est-ce qu'ils s'en servent pendant le déroulé de la séance pour un peu laisser la vidéo se substituer à ce qu'ils pourraient dire parce que la vidéo est plus synthétique? Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'on s'est posées. Et on a plusieurs réponses. Alors, c'est des embryons de réponses, hein, vous imaginez bien que j'ai On pas est eu au le temps début. de faire une analyse très très poussée. Voilà. On a un échantillon de 300 personnes à peu près qui ont répondu à un questionnaire qu'on a diffusé donc à des enseignants de SVT. Et on a quelques réponses. Donc, on sait par exemple que l'utilisation la plus fréquente qui est faite par les enseignants de vidéos YouTube, c'est pour transmettre des notions. Voilà. Donc, pas pour conclure, pas pour introduire une séance, mais pour transmettre des notions. Ensuite, ce qu'on sait également, c'est que, je sors le bon graphe pendant ce temps. Ah voilà. Donc, on se demandait s'ils utilisent la vidéo avec ces histoires-là aujourd'hui de distanciel, etc. C'est devenu des choses très utilisées depuis le confinement, en tout cas. Donc, la majeure partie des enseignants déclarent que le confinement les a fait utiliser plus YouTube qu'avant. Mais cette utilisation de YouTube ne se fait pas ni en aval des séances, ni en amont des séances, mais plus pendant les séances. Donc voilà, moi par exemple, je faisais plutôt l'hypothèse avant cette étude que les enseignants s'en servaient plus pour amorcer un petit peu le cours en amont à la maison et qu'après ils faisaient un cours face aux élèves. Eh bien non, l'utilisation la plus importante de ces vidéos YouTube, d'après en tout cas l'échantillon qu'on a recueilli, c'est pendant les séances, donc de projeter la vidéo au tableau, voilà, face aux élèves. Alors, merci de partager avec nous vos premiers résultats, hein, c'est tout frais, donc Mais merci de rien. infiniment. Vous-même, en tant qu'enseignant, quelle utilisation vous faites de ces vidéos? Alors, personnellement, en tant qu'enseignant, donc moi, vu que je suis débutant, je n'ai pas encore une très grande assurance dans les cours, donc je fais des choses très classiques pour l'instant et qui sortent pas trop du cadre. Mais c'est très intéressant de l'utiliser pour stimuler l'intérêt des élèves, je trouve, à la maison, pour aller plus loin. C'est ce que je fais, par exemple, leur montrer des petites vidéos de Dirty Biology que vous avez citées juste avant. Par exemple, il a fait des vidéos sur la biodiversité. Voilà, c'est très intéressant, quand on a fini un cours sur la biodiversité, de leur montrer que ça peut aller plus loin avec des choses très simplifiées dans les vidéos, comme ça, pour leur donner l'appétence et l'envie de se cultiver par eux-mêmes sur YouTube. Moi, c'est un objectif. Merci beaucoup. Alors, je vais juste accueillir une autre invitée à notre table ronde de ce soir qu'on a connecté avec un petit peu de retard. Excusez-moi. Bonsoir Aurélie Froger. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Oui, Bonsoir. j'entends très bien. Ça Alors, coupe un peu, mais je vous entends. Merci beaucoup de participer au TEDx ce soir, un petit peu au pied levé, puisque ça s'est fait un peu voilà, au dernier moment. Donc, je vous présente rapidement. Vous êtes vulgarisatrice de sciences, comme beaucoup autour de la table ce soir, et vous êtes créatrice de la chaîne Les Patates Douces, qui est il y a quelques années, je crois, et vous êtes chargée de mission Observatoire citoyen et formation de l'association, et formation en ligne, pardon, de l'association Tela Botanica. Voilà, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est C'est ça. ça. Bon, les patates douces, c'est un projet qui n'existe quasiment plus. C'était il y a très longtemps, mais oui. Voilà, parce que en fait, vous participez actuellement en tant que youtubeuse sur la chaîne Billes de Science, qui est la chaîne de la Fondation La Main à la Pâte. C'est votre activité la plus récente sur YouTube, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, exactement. Du coup, j'avais envie de vous donner la parole tout de suite, parce que justement, la chaîne Billes de Science de La Main à la Pâte, c'est une chaîne spécifique, en fait, qui vise le jeune public, mais plutôt par le biais des enseignants ou des parents. Donc là, on est dans une forme très spéciale de chaîne YouTube où en fait on s'adresse à l'éducateur. Comment vous distinguez les deux, puisque vous êtes passé aussi par la case vulgarisation sur YouTube, peut-être plus direct?
Il y a un bruit de micro. J'ai pas entendu la fin de votre question. Comment est-ce qu'on distingue? Oui, en fait, quelle différence vous faites finalement quand vous travaillez pour Billes de Science, qui est donc la chaîne YouTube de la main à la pâte, qui donc s'adresse aux éducateurs, et quand on est finalement vulgarisateur sur YouTube et qu'on essaye de concevoir des vidéos peut-être directement pour les jeunes, quelle différence ça fait? C'est assez différent dans le sens où l'un, c'est plutôt une commande où on travaille vraiment avec une équipe. Et l'autre où ça peut être vraiment pour des intérêts perso avec des questionnements qu'on a et c'est vraiment deux méthodologies différentes. C'est plus un côté, disons, enfin en tout cas de mon côté à moi, c'est un côté vraiment très pro où je réponds à une commande avec une équipe et de l'autre côté, quand c'était pour moi, c'était vraiment pour m'amuser avec une copine avec qui je faisais ça, quoi. Mais après, l'objectif reste le même pour de la diffusion scientifique, voilà, à large échelle. Voilà. Et est-ce que vous avez des retours du côté de la Fondation La Main à la Pâte pour savoir quelles utilisations sont faites de ces vidéos? Parce qu'il faut savoir que sur Billes de Science, il y a tout un dossier pédagogique qui est prévu pour les enseignants. Donc, c'est pas juste la vidéo YouTube. Il y a tout un échafaudage pédagogique qui permet aux enseignants de s'en saisir. Oui, tout à fait. En fait, on part d'une base qui existe déjà. La Main à la Pâte propose vraiment énormément d'activités pour les enseignants. C'est vraiment aider les enseignants à avoir clé en main des activités à mettre en place avec les scolaires et à accompagner les enseignants du début à la fin sur une problématique scientifique. Donc vraiment, leur donner tous les outils pédagogiques et toutes les activités qu'ils peuvent faire avec leurs élèves et dans quel contexte. Et donc là, l'idée de la chaîne YouTube, c'est vraiment d'essayer d'accompagner avec le visuel sur ces activités qui existent déjà en fait. Donc, ce ne sont pas des vidéos qui sont montrées dans la classe, typiquement. Non, ça c'est plutôt pour les enseignants, pour eux construire leurs activités en classe ensuite. Alors, j'aimerais laisser la parole maintenant peut-être à Nathalie Lambert pour le CNRS. Donc, vous êtes responsable des médias sociaux au CNRS. Et donc, justement, le CNRS s'est mis à YouTube. Alors, il y a quelques temps, le CNRS a sa chaîne institutionnelle depuis quelques années. Mais plus récemment, en adoptant peut-être un peu plus les codes des YouTubeurs et des YouTubeuses, avec la naissance en 2017 de Zeste de Science. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chaîne, Nathalie Lambert, ou comment elle a été conçue? Alors, je souhaite rester tout à fait humble vis-à-vis du game de YouTube parce que déjà on y est arrivé assez tardivement et comme le rappelait Antoine, ça fait déjà un certain temps qu'il y a de la vulgarisation scientifique sur YouTube et nous on est arrivé en 2017. Ce qu'on voulait, c'était pas prendre YouTube comme une plateforme d'hébergement de vidéos. On voulait vraiment y aller avec les codes. Donc ça nous a pris tout un travail d'observer ce qui se passait. On s'est rapproché du Café des Sciences parce qu'on voulait aussi que ce soit un partenariat. On voulait faire des collaborations avec cette communauté-là de vulgarisateurs. Et du coup, on a, à partir du moment où c'est à peu près approprié les codes et qu'on l'a fait valider, entre guillemets, à l'interne, du coup, on s'est dit, bon, ben voilà, on est prêt, on va se lancer. Ce qu'on voulait aussi, c'était d'être complémentaire de ces autres chaînes qui existaient déjà et de savoir qu'est-ce qui était particulier au CNRS, qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Donc, c'est vrai que les organismes scientifiques, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont en lien direct avec les équipes de recherche. Et donc, on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on joue. Et puis, comme on est dans l'audiovisuel, eh ben, on va prendre les images issues des recherches. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a lancé cette série Zeste de Science qui s'appuie vraiment sur les images scientifiques. Depuis, Zest, c'est un peu notre laboratoire de créativité. Donc, on a lancé d'autres séries. On a écouté notre communauté, les retours qu'on avait, qui nous disaient que ils aimeraient bien avoir des sujets plus longs ou telle ou telle forme, ça leur plaisait ou pas et tout ça. Donc, on teste beaucoup de choses, mais ça, c'est Sébastien qui pourra mieux en parler. Non, Sébastien, est-ce qu'on a une idée de qui regarde Zeste de Science? Est-ce que ce sont les profs? Est-ce que ce sont les jeunes? Et les jeunes de quel âge? Parce que bon, les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'on a des précisions un petit peu sur vos visiteurs, vos abonnés? Alors là-dessus, pour le coup, c'est plutôt Nathalie justement qui aura des éléments. J'ajouterai des choses après, mais je lui renvoie peut-être la balle sur cet aspect-là, parce que c'est peut-être elle qui connaît mieux cet aspect. D'accord.
En fait, je peux plus vous parler par comparaison avec la chaîne CNRS, hein, qui est une chaîne où il y a du reportage, documentaire, des lives, des archives, et tout ça qui est très différente de Zest de Science. Et donc, autant sur la chaîne CNRS, on est quasiment sur toutes les tranches d'âge. Autant sur Zest, on est franchement plus dans le cœur des utilisateurs de YouTube, c'est-à-dire 18-35, hein, enfin 34 comme ils disent. Mais du coup, c'est beaucoup plus jeune, quoi. Sébastien Chavigny, vous pouvez peut-être nous donner aussi une idée de ce qui se passe sur Zest de Science, parce que donc le ton se veut décalé, drôle. Et alors, la question aussi que j'ai envie de poser, c'est pour être sur YouTube, il faut forcément être drôle. Alors, peut-être pas nécessairement. Nous c'est le choix qu'on a fait. Enfin, je dis nous parce que moi, j'étais pas là quand la chaîne a été créée. Ça fait désormais un peu plus d'1 an et demi que je travaille avec l'équipe. Mais si vous voulez, nous, on part quand même d'une image qui est un peu austère, celle du CNRS. Elle n'inspire pas comme un YouTuber qui se lancerait à titre individuel. Peut-être cette idée justement de fantaisie, de capacité à se mettre au niveau du public. On a quand même voilà, ce côté très institutionnel et scientifique qui donc nécessite peut-être pour nous, pour aller chercher de nouveaux publics, d'aller sur ce terrain de l'humour. Nathalie disait qu'on avait voulu aller sur les codes de YouTube. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que nous, notre double impératif, c'est évidemment celui de la rigueur scientifique, parce qu'on a le label CNRS et qu'on travaille main dans la main avec les chercheurs. Ça, c'est notre vraie plus-value. C'est que nous, tous les épisodes, ils sont coécrits, validés par des chercheurs. Ce sont eux qui nous transmettent les images, ce sont eux qui nous expliquent sur quoi portent leurs recherches, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parfois, on n'est pas spécialiste en physique quantique, en biologie, voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Et en fait, nous, ce qu'on fait, autant qu'ouvrir la porte d'un savoir, c'est d'ouvrir la porte de la manière dont il est produit. Donc, c'est-à-dire qu'on explique la méthodologie, on va sur des études qui sont souvent très précises, très pointues, sur des sujets vraiment spécifiques. Donc, on a besoin, pour capter aussi l'attention de ce public qu'on veut jeune, donc cœur de cible vers les 18-35 ans, on a besoin de faire ce pas de côté qui est à la fois celui de la vulgarisation la plus pure, mais aussi de briser un peu la routine du jargon scientifique en étant un peu marrant. Ça, c'est vraiment nécessaire pour nous. Et alors, vous avez fait appel justement à des youtubeuses chevronnées pour présenter ces vidéos. Donc finalement, c'est comme si le CNRS allait chercher dans cette culture populaire les personnes même qui l'animent, puisque la plupart des femmes qui animent les vidéos, notamment Marie Trébert, a sa propre chaîne YouTube à la base, à l'origine. Absolument, on cherchait des gens qui étaient à la fois capables quand même d'évoluer dans le monde scientifique, c'est-à-dire de lire une étude, de comprendre les enjeux qui s'en dégageaient, de vulgariser. Donc il y avait quand même ce background scientifique sans nécessairement exiger que les personnes soient titulaires d'une thèse de doctorat, voilà, même si c'est le cas d'ailleurs de Jennifer Kerner qui présente notre nouvelle série Un zeste pour la planète, qui fait un doctorat en archéologie. Mais on cherchait surtout des gens qui soient capables d'être à l'aise à l'écran, de faire passer une idée, qui ait déjà cette expérience de vulgarisation. Et effectivement, ça nous a poussé à recruter des personnes qui avaient déjà de l'expérience sur YouTube. Ça, c'est vrai que c'était primordial pour nous. Alors, j'aimerais qu'on revienne peut-être à l'intitulé de la conférence sur la transmission des savoirs. Est-ce que finalement, ça reste l'objectif pour la chaîne Zest de Science, la transmission des savoirs, ou c'est plus un premier pas vers la science? Comment vous concevez ces vidéos? C'est difficile. Je pense que si vous posiez la question à tous les membres de l'équipe, on aurait tous des réponses un peu différentes. Moi, comme je vous dis, moi, tel que je le conçois, dans ma pratique personnelle, je pense que c'est à la fois une transmission de savoir, parce qu'on donne toujours, même quand on parle d'un sujet très précis, une contextualisation. On essaie vraiment d'expliquer des concepts, des éléments scientifiques assez précis. Mais ce qui nous intéresse peut-être encore davantage, c'est d'expliquer comment on en arrive là. C'est-à-dire, on reconstitue l'expérience, on explique les protocoles, on montre un peu en fait l'arrière-cuisine, la science en train de se faire. Ce qui fait sans doute que comparé à d'autres youtubeurs qui font de la vulgarisation scientifique, qui vont parfois sur des grands sujets, qui vont évoquer les galaxies, les trous noirs, je ne sais pas, la disparition des dinosaures, bon je dis des sujets un peu au hasard, qui vont donc brasser ce qui équivaut à des millions de pages de littérature scientifique dans une vidéo de 15 minutes. Nous, on va vraiment sur une étude publiée récemment. Donc, on est toujours sur, tel que c'est en train de se faire au présent,
et en montrant ce que c'est que la production du savoir, tout autant que le savoir lui-même. C'est notre double perspective. Je crois que Sylvain Boulet souhaitait intervenir et comme l'idée, c'est pas forcément qu'on fasse quelque chose de trop magistral, je vais tout de suite lui donner la parole. Sylvain, vous souhaitiez réagir? Non, en fait, je réagissais en écoutant. En fait, j'ai réalisé qu'effectivement, là, on est en train de développer une action qui a aussi un autre rôle, en fait, que uniquement l'éducation sur les vidéos YouTube. C'est aussi je pense, des moteurs pour réaliser des choses pour les jeunes, en fait. C'est-à-dire que nous, on a lancé un concours de vidéos YouTube qui permet. Quand vous dites nous, c'est qui? En fait, alors nous, c'est au nom de la Société astronomique de France, en fait. Et donc, au nom de la Société astronomique de France, en fait, l'idée, c'était d'attirer un public un peu plus jeune pour essayer de rajeunir la Société astronomique de France. Et donc, on s'est dit que l'idée, c'était de créer un challenge de vidéos YouTube. Donc, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Univers. Et l'idée, c'est de lancer tous les ans un gros challenge de vidéos réalisées par les jeunes pour les jeunes. Et donc, en fait, l'idée, c'était évidemment, c'est d'apporter un contenu qui est intéressant et qui pourra être utilisé par la suite. Mais c'est aussi une motivation pour les jeunes de réaliser cette pastille qui pourra être utilisée pour le valoriser aussi le jeune. Et donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment un concours. Là, donc on vient de relancer la deuxième édition. On a une quarantaine de jeunes de toute la France, de 12 à 18 ans. Ils choisissent une question. On leur attribue un parrain astronome ou astrophysicienne, en fait, un parrain, une marraine. Et pendant 2 mois, le jeune va pouvoir interagir avec son parrain, son marraine. Donc évidemment, ça lui fait une première interaction avec le métier de chercheur qui va lui valider en fait son contenu. Et à partir de ça, lui va réaliser cette petite vidéo là de 3 minutes. Donc à la fin, en fait, on a une chaîne qui permet d'avoir du contenu assez touffu, puisqu'on va traiter de différents thèmes sur tout ce qui est astronomie. Et ce savoir, en fait, notre objectif à terme, c'est aussi de pouvoir le transmettre à d'autres jeunes. Donc, on travaille, moi, je m'occupe d'une autre association qui s'appelle les Petits Cueilleurs d'Étoiles, qui intervient en milieu hospitalier. Et l'objectif, c'est de transmettre ces vidéos faites par des jeunes dans les chambres des enfants en milieu hospitalier. Et donc, en fait, mon objectif, c'est vraiment de connecter ces jeunes et de pouvoir les faire travailler, entre guillemets, et les valoriser eux-mêmes parce qu'ils ont plein de choses à raconter. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez aussi finalement de la mise en acte, la mise en action des publics jeunes par la vidéo elle-même. Alors, c'est vrai que souvent, les youtubeurs qui se lancent sont assez jeunes. Antoine Fournier, vous aviez commencé, vous, quand vous étiez encore étudiant. Et finalement, vous m'aviez dit que vous avez tout appris grâce au tutoriel YouTube. Donc, finalement, le fait même de faire une vidéo YouTube est peut-être même une façon de se coller à la transmission de savoir, à l'acquisition des savoirs. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la beauté avec aujourd'hui, avec Internet, tout ça, c'est qu'on peut apprendre tellement de choses depuis son fauteuil de bureau avec YouTube. Et je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs. Je ne pense pas que ce soit le cas pour la chaîne Zeste de Science. Je pense que c'est des personnes très compétentes et qui ont une formation qui s'occupe de ça derrière. Mais il y a pas mal de youtubeurs qui font ça un petit peu en bricolant et qui font ça en apprenant les choses sur YouTube. Et c'est une chose qui philosophiquement est très, très belle dans la manière dont ça boucle le cycle. YouTube qui apprend aux gens à faire du YouTube. C'est bon. Là, dans le cas de Univers, là, c'est parrainé par Sébastien Carassou avec donc sa chaîne Sense of Wonder. Et en fait, la chaîne Univers, du coup, moi, je m'occupe plutôt de la partie scientifique avec les parrains astronomes et Sébastien s'occupe plutôt de la formation, justement, comment créer une vidéo qui tient bien la route. Et donc, finalement, le mélange de tout ça fait qu'on a à la fin une vidéo qui tient la route scientifiquement et qui, en plus, est sympa à voir. Donc c'est une bonne méthode d'éducation sur les outils et le contenu. C'est ça. Ça me donne envie de poursuivre la discussion sur la question de la médiation, finalement, de quel est l'intermédiaire entre le grand public. Alors, Elodie Chabrol me disait en préparant ce webinaire que le grand public n'existe pas, donc on va en effet pointer aussi ce fait qu'il y a des besoins variés. Mais la question quand même de l'intermédiaire, quand l'intermédiaire est chercheur ou sachant, c'est un peu différent que quand ce sont uniquement des amateurs. Et cette transition me permet d'arriver aux sciences participatives et peut-être de vous donner la parole, Anne Dosière, par rapport encore à cet objectif. Qu'est-ce qu'on souhaite dans la science participative? Est-ce qu'on souhaite transmettre des connaissances, donner une première porte d'entrée sur la science, ou on souhaite aussi valider des connaissances scientifiques? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les objectifs et en quoi ils peuvent rejoindre ceux d'un YouTuber, justement, aussi c'est totalement un univers différent?
Alors oui, effectivement, dans les sciences participatives, je dirais que le premier objectif qui va justifier en fait la création de ces projets-là, va être d'abord de contribuer à de la recherche scientifique à travers le plus souvent la production de données, donc par des amateurs qui vont collaborer avec des scientifiques en produisant des données, en récoltant des données. Alors, je vous interromps, on vous entend très très loin. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher du micro. On vous entend très loin. Alors ouais, je vais essayer. Vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux. Très bien. Sinon, vous me dites que je pourrais mettre un casque, peut-être que ce serait plus. Non, je pense qu'avec un casque, ça sera mieux parce qu'on vous entend très mal. Je ne sais pas pour les autres, mais. Ok, bah, j'essaie de trouver ça. Du coup, je vais passer la parole à quelqu'un maintenant. Oui, bah, peut-être à Élodie Chabrol qu'on n'a pas trop entendu, ou à Aurélie Froger, parce que vous faites aussi de la science participative. On parlera peut-être, Élodie Chabrol, ensuite de Pint of Science, parce que c'est encore un peu différent. Aurélie Froger, vous faites partie de l'association Tela Botanica, qui est d'ailleurs en partenariat avec Viginature, que dirige Anne Dosière pour certains de ses programmes. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire en quoi consiste la démarche de sciences participatives, là pour la botanique en l'occurrence? Pour la botanique, on a vraiment différents programmes de sciences participatives. Ça grésille chez moi. Vous m'entendez bien là? On vous entend bien. Ok. Alors pour le coup, moi j'anime un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des saisons. Qui vraiment essayer de comprendre quel est l'impact du changement climatique sur la nature. Et donc on invite en fait le public, quel que soit le public, à participer à cette connaissance scientifique. Donc c'est comment est-ce que toi, public, en fonction de tes connaissances, ton milieu de vie, tu peux contribuer à cette recherche scientifique. Et ça passe par quoi concrètement? Ce sont des observations de tous les jours qui sont ensuite consignées sur un site web. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, pour chaque observatoire, chaque programme de sciences participatives, il y a un protocole scientifique qui est établi par des scientifiques, mais ça, je pense que Anne pourra mieux en parler que moi. Pour le coup, dans mon cas, à moi, qui est l'Observatoire des saisons, on demande aux gens de regarder un peu tous les événements qui se passent dans la nature et en particulier, les plantes, mais aussi quelques espèces animales, comment est-ce qu'elles changent en fonction des saisons. Donc, par exemple, ça va être quand est-ce qu'un bourgeon éclate, quand la floraison apparaît, quand les fruits apparaissent sur certains arbres. Et donc, on va leur demander de suivre ça dans le temps et ça nous permet d'avoir des informations sur le long terme. Anne Dosière, je sais que vous êtes revenue parmi nous. Est-ce que ça marche mieux maintenant? Alors, vous allez me dire, est-ce que vous m'entendez mieux? C'est toujours très faible. Hein. Toujours très faible. Je ne sais pas vraiment comment faire autrement. En fait, si vous approchez, je crois que c'est mieux. Mais... D'accord. Du coup, ça ne doit pas passer par le micro de mon casque. Voilà, là, on vous entend mieux quand vous êtes proche. D'accord, très bien. Bah, je vais essayer de rester très proche alors. Oui, pour reprendre un peu ce que disait Aurélie, nous, c'est vrai qu'à Viginature, au muséum, on coordonne donc des programmes autour de la biodiversité, effectivement, qui sont à la fois adossés à un protocole scientifique qui a été construit avec des chercheurs ou co-construit avec des associations partenaires, voire des participants. Et après, effectivement, l'objectif principal va être la récolte de données pour pouvoir répondre à des questions scientifiques auxquelles on ne pourrait pas répondre sans une contribution de citoyens qui vont participer à cette recherche. Donc ça, c'est un premier objectif et qui s'élargit, alors, notamment avec l'implication de grand public et l'implication de scolaires, avec un objectif qui va être, qu'on va qualifier de pédagogique, d'éducation, en l'occurrence, à la biodiversité, et à l'environnement, mais également d'éducation à la démarche scientifique par la pratique et d'éducation à la donnée. Donc là, on va retrouver vraiment ces enjeux-là qui sont très, très forts. Et puis, dans les sciences participatives, peut-être qu'on les fait, on a peut-être un troisième objectif, là, en l'occurrence sur la biodiversité, qu'on pourrait qualifier de politique, qui va être la production d'indicateurs d'état de santé de la biodiversité pour pouvoir éventuellement aider les décideurs à pouvoir prendre en compte cette biodiversité dans les politiques publiques.
Alors, on vous entend toujours de façon un peu lointaine, donc c'est difficile, il faut prêter l'oreille, mais j'ai quand même envie de vous poser une autre question par rapport au public scolaire, parce qu'il y a pas mal d'enseignants qui nous regardent ce soir. Vous avez un programme spécifique Viginature pour les écoles. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous savez comment les enseignants utilisent ces programmes de sciences participatives? Est-ce que voilà, c'est là encore pour la découverte, pour l'acquisition de moments d'un programme particulier? Oui, alors effectivement, on a un programme qui s'appelle Viginature École, qui est porté au muséum. C'est son intérêt par un enseignant qui est détaché de l'éducation nationale et donc qui porte ce programme-là, qui connaît bien les enjeux de l'éducation. C'est un projet qui va bientôt avoir 10 ans. On a environ 400 classes qui participent chaque année, donc ça touche des milliers d'élèves chaque année, avec vraiment un fort enjeu d'éducation à la démarche scientifique et d'éducation à la donnée dans ce programme-là. La façon dont les enseignants vont le mettre en œuvre, ça va être vraiment de pouvoir rendre concret les questions de biodiversité dans l'enseignement. Et pour ça, on va avoir choisi à la fois des protocoles qui s'adaptent à l'enseignement et au programme scolaire, et la production de séquences pédagogiques qui permettent aux enseignants de pouvoir intégrer directement dans leurs cours ces projets-là, et de pouvoir parler vraiment de façon concrète de ces questions de biodiversité directement sur le terrain avec les élèves, tout en contribuant à la production de données qui vont aller directement aux chercheurs au muséum en l'occurrence. Alors c'est peut-être ça qui fait la différence entre YouTube et la science participative. Sylvain Boulet, notamment, peut-être vous pouvez réagir là-dessus, mais c'est le fait que la science participative demande une démarche concrète en acte, c'est-à-dire que alors vous êtes co-directeur du programme Vigiciel, Fripon Vigiciel, hein, qui consiste à observer des météores, ce qu'on appelle des bolides, dans le ciel, et ensuite aller les ramasser. Donc c'est très concret, aller ramasser les miettes qui sont tombées quelques heures, quelques jours après. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un exemple? Parce qu'il y a eu un bolide qui est tombé il n'y a pas très longtemps, justement. Oui, effectivement, c'est une démarche assez complète. En fait, ce qu'on voulait raconter quand même dans Vigiciel, c'était voilà, il y avait différents volets de participation à différents niveaux pour toucher aussi différents publics sur des thématiques qui vont finalement de l'astronomie à la géologie. Donc là, dans le dernier cas, hein, il y a eu effectivement un gros bolide, donc une entrée atmosphérique qui a été observée le 27 février dernier. Et à partir de ça, évidemment, il y a le réseau Fripon qui est constitué de caméras, qui a détecté le bolide et qui est capable, évidemment, de calculer le point de chute de la météorite potentielle. Mais une fois qu'on a dit ça… Alors, le réseau Fripon, c'est un ensemble de caméras. Hein, je précise. C'est ça. Ça reste 100 caméras en France qui détectent automatiquement les entrées atmosphériques, donc qui détectent les étoiles filantes, hein, globalement. Et à chaque étoile filante, on est capable de calculer la trajectoire et de calculer le potentiel point de chute de la météorite. Et en fait, une fois qu'on a calculé le point de chute de la météorite, ben on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'en fait, évidemment, on a, voilà, dans le cas du 27 février, on a calculé, on a dit, bah voilà, c'est une balle de ping-pong qui est tombée sur une ellipse de chute de quelques 5 à 10 km². Et évidemment, Vigiciel a beau être une super équipe, malheureusement, là, on a besoin d'un vrai public qui vient nous aider pour la recherche de la météorite. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il y a eu plusieurs dizaines de participants qui sont venus sur site pour nous aider à rechercher. Bon, on n'a pas trouvé la météorite, mais disons que la démarche, évidemment, est là, puisqu'il y a un protocole de recherche aussi de la météorite. C'est apprendre à reconnaître la météorite, et donc après de valorisation de tout ça, et assez rigoureux pour savoir justement où est-ce qu'on a cherché, comment on fait pour chercher, etc. Alors, donc, sachant que les personnes qui vont s'inscrire à chaque nouveau bolide sont parfois différentes. Enfin, ça peut être parfois des premières fois, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent et qui viennent chercher. Exactement, là on l'a vu dans le cas. En fait, on a deux types. On a mis en place un système de formation au niveau des régions. Donc on a des publics qui, au cours de ces dernières années, ont suivi les formations qui ont été proposées par Vigiciel pour apprendre à reconnaître les météorites. Donc ceux-là, on va dire, c'est
le public le plus chevronné. Et puis à côté de ça, on a quand même aussi des publics qui ont entendu par les médias. Il y a eu effectivement une couverture médiatique assez importante sur cette chute-là, et notamment avec le rôle de la presse locale qui faisait appel en fait aux gens qui le souhaitaient de venir rechercher avec nous. Donc évidemment, c'est un moment de partage pour expliquer la démarche évidemment scientifique, et puis après quand même naturellement on a besoin de leurs yeux pour et qu'ils cherchent correctement pour trouver éventuellement cette météorite. Mais cette démarche en logiciel, elle part directement de l'observation du ciel, c'est-à-dire que là, pendant les quelques jours où on est allé sur place, évidemment les gens avaient les yeux vers le sol pour rechercher la météorite, mais juste avant, au moment de la détection, on a eu plus d'une centaine de personnes qui ont vu le bolide de leurs yeux. Et en fait, même si nos caméras effectivement l'ont détecté, nous personnellement on l'a pas vu, et effectivement on a une centaine de personnes qui vont nous permettre très vite de lancer l'alerte en fait, et finalement d'être presque plus efficace dans le temps que notre réseau de caméras, parce que voilà, les témoignages, que ça soit sur notre plateforme logicielle ou sur les réseaux sociaux, vont être des lanceurs d'alerte très importants pour savoir si c'était un événement quand même assez important. Merci Sylvain Boulet. Alors, je donne la parole à Élodie Chabrol. Excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de vous la donner, vous la passer. Mais par rapport justement à cette notion de public, voilà, on se rend compte aussi par ce que raconte Sylvain Boulet que il faut peut-être plusieurs années pour mettre en forme un programme de sciences participatives qui fonctionne avec à la fois des amateurs un peu moins amateurs au fur et à mesure du temps. Vous, avec Pint of Science, alors vous pouvez peut-être rappeler le concept et puis nous dire voilà, en combien de temps on peut arriver à transmettre des choses à des gens qui ne sont pas juste des scientifiques ou des copains de scientifiques ou des habitués des musées de sciences? Alors, Pint of Science, c'est un festival de communication scientifique qui a lieu tous les mois de mai, pendant 3 soirs en fait, en simultané dans plusieurs villes en France et plusieurs pays dans le monde. On a des scientifiques qui viennent généralement dans les bars, dans les cafés, dans les lieux communaux, parler de leurs recherches au grand public, effectivement, et ça donc en simultané partout dans le monde. Donc, comme on est plein de pays, en fait, on est un petit peu partout sur tous les créneaux horaires. Et donc, effectivement, on le voit bien, on l'a vu en France, mais on le voit dans tous les pays où Pint of Science arrive. Un petit peu, ça met moins de temps maintenant, mais ça met du temps, généralement, à toucher du pur grand public. C'est-à-dire qu'au départ, forcément, on va toucher beaucoup de scientifiques. Après, on va commencer à avoir un petit peu de grand public, c'est-à-dire on demande aux gens, est-ce que vous avez fait des études scientifiques ou est-ce que vous travaillez en sciences? Et on a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas du tout en sciences. Est-ce que vous faites remplir un questionnaire à chaque fois? Ah ouais, en fait, on a un questionnaire, on a donc 2 types de questionnaires, soit au départ quand les gens prennent des billets, parce que comme c'est dans des bars et que généralement c'est très petit comme espace, on a besoin de vérifier qui entre, donc à l'enregistrement. Et puis après, quand on fait des questionnaires de satisfaction, où on demande aux gens si vous n'avez pas réservé vous-même vos billets, du coup, qui vous êtes. Donc on essaie de savoir un petit peu qui ils sont. Et puis au fur et à mesure, on a aussi appris à poser des questions un peu différentes, c'est-à-dire qu'avant on demandait est-ce que vous êtes scientifique, et puis maintenant on demande si vous êtes scientifique, est-ce que vous êtes allé à quelque chose de votre domaine, à un sujet de votre domaine. Et on voit donc on arrive à un plateau en 3 ans, on est arrivé à un plateau. Donc la première année, c'était 95% de scientifiques, 5% de grand public ou de personnes en dehors de la science. Après, c'était 25-75 et maintenant, c'est 50-50. Mais ces 50% de scientifiques, généralement, on en a les 2/3 qui viennent à autre chose que leur domaine. Donc, en gros, c'est un neuroscientifique, par exemple, qui va aller voir de l'astro et au final, alors en sciences, c'est pas du grand public, mais en termes de sujets, c'est pas forcément des sujets sur lesquels ils travaillent ou qu'ils ont l'habitude de traiter. Donc, effectivement, ça prend du temps et généralement, c'est au fur et à mesure, ça se construit. On entend parler de nous de plus en plus, c'est le bouche à oreille, etc. Donc, ça met du temps à se construire et c'est la même chose dans un peu tous les pays. L'intérêt de ce genre d'événement aussi, c'est de décloisonner les disciplines scientifiques entre elles, parce que souvent, on est de plus en plus dans une structure de la recherche très spécialisée, où finalement les disciplines, même si on encourage à l'interdisciplinarité, parfois les chercheurs n'ont pas du tout une idée de ce que font leurs collègues, donc ça peut être aussi à destination finalement de la communauté scientifique. Et alors, je voudrais vous laisser la parole sur la question de la communauté, justement, puisque voilà, et pour organiser Pint of Science, il faut tout un relais finalement d'organisateurs. Et vous me disiez, il y a des transfuges en fait entre organisateurs et intervenants scientifiques.
Oui, tout à fait. On appelle ça le grand jeu de cette famille qu'on fait chaque année. Donc, au mois de septembre, on réorganise tout. Le festival a lieu au mois de mai. En septembre, on commence à réorganiser. Et effectivement, on voit soit des organisateurs qui décident de parler de leur science, qui se sont rendus compte que en fait, c'était cool et qu'au lieu de juste organiser, ils pouvaient devenir intervenants ou intervenantes du coup. Mais aussi, on a des cas d'intervenants qui ont adoré ça et qui soit rejoignent les équipes, soit carrément, on a eu une intervenante qui est venue présenter ses recherches à Paris. Elle est partie continuer ses recherches à Singapour et elle a monté Pint of Science Singapour parce qu'elle a trouvé ça vraiment sympa. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de communauté. Il y a certains scientifiques qui organisent Pint of Science dans une ville et puis qui vont partir ailleurs, dans une autre ville ou un autre pays, et du coup qui vont demander à aller organiser dans cet endroit, soit le créer, soit l'organiser. Et du coup, effectivement, il y a vraiment une espèce de communauté un peu internationale de Pint of Science. Et oui, c'est le jeu des 7 familles, c'est-à-dire on s'échange, on dit un tel aimerait bien faire tel truc, je récupère un tel de telle équipe, etc., etc. Et il y a un effet boule de neige avec de plus en plus de sollicitations de la part de certains labos qui aimeraient participer. Bon, alors là, on est en temps de pandémie, donc j'imagine que c'est un peu suspendu, mais est-ce que vous avez eu le temps quand même de l'observer? Oui, on l'a vu. En fait, c'est la discussion que j'avais avec la Suède. On voit que généralement, il y a les deux premières années maintenant plutôt, où c'est vrai que voilà, notre logo, c'est une bière avec un cerveau. Donc parfois, les gens se demandent si ça va être sérieux ou pas. Et puis au bout d'un moment, les gens voient que clairement, on est là pour faire de la communication scientifique, pour partager la science, que c'est vraiment sérieux, que derrière, il y a une structure qui a vraiment une envie, c'est de partager de la science, mais aussi la curiosité pour la science et la rendre d'une certaine façon cool et accessible. Montrer aux gens que la science, ça fait pas peur, que ça peut être compréhensible, qu'on peut passer un bon moment tout en écoutant des scientifiques. Et donc, effectivement, de plus en plus de labos nous rejoignent, notamment on a le CNRS en partenaire, mais effectivement, on a de plus en plus on avait la fête de la science, donc le ministère, on a de plus en plus de structures qui nous rejoignent. Sébastien Chavigné, par rapport au rapport que vous avez avec les laboratoires des différents instituts du CNRS, est-ce que finalement c'est assez fluide? Est-ce que c'est eux qui vous sollicitent? Comment ça se passe? Et est-ce que les chercheurs aujourd'hui sont complètement, baignent dans l'exercice finalement, même si là vous ne les filmez pas directement avec Test de Science, mais finalement, comprennent finalement l'intérêt de cette médiation, vulgarisation? Alors effectivement, on les filme pas, donc quelque part, c'est pas eux les stars de nos vidéos, c'est plutôt leurs recherches et les images qu'ils produisent. Mais donc pour vous répondre, alors déjà, on a la chance d'avoir toujours quasiment une réponse très enthousiaste des chercheurs quand on les sollicite, qui sont très contents, et d'autant plus maintenant que la chaîne a pris un peu de bouteille, est devenue un peu plus visible, qu'ils connaissent un peu. Ils sont toujours très contents qu'on les sollicite pour parler de leurs recherches. Et ils prennent toujours beaucoup de temps pour qu'on fasse des visios, pour qu'ils nous expliquent leur sujet, produire des images quand on en manque un peu, aller chercher des modélisations qu'on peut leur réclamer. Vraiment, ils sont extrêmement ouverts à cette idée-là. Et fut un temps où c'était plutôt les chercheurs un peu jeunes, déjà un peu sensibilisés à YouTube, aux nouveaux moyens de communication qui sont présents sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, c'est vraiment tous les chercheurs qui systématiquement nous disent qu'ils sont ravis de participer. Et de plus en plus, contrairement à il y a encore un an ou deux où c'était vraiment nous qui devions aller les chercher, on a des chercheurs qui nous contactent en nous disant, voilà, en ce moment, enfin récemment, j'ai travaillé sur tel sujet, je pense que ça pourrait vous intéresser, voici ce dont je dispose, je serais vraiment ravi de collaborer avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire à votre disposition. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir qu'on a maintenant, c'est de recevoir donc des contacts directs des chercheurs, et on essaye aussi de mettre en place des protocoles avec les instituts, avec les chargés de communication, pour qu'ils nous fassent remonter tous les sujets qui, justement, sont susceptibles d'être traités. Notre but étant évidemment de couvrir un peu tous les instituts, ce qui n'est pas forcément facile parce que, évidemment, que YouTube et la nécessité d'avoir de belles images aidant, c'est plus facile d'aller sur des choses où on va avoir des animaux, des phénomènes physiques ou chimiques insolites. C'est beaucoup plus difficile d'aller sur le terrain des maths, ce qui est un peu plus austère et il y a souvent un peu moins d'images. C'est pas facile d'aller sur le terrain des sciences humaines, pour les mêmes raisons. Donc voilà, mais en tout cas, le rapport avec les chercheurs, il est toujours très positif. Ils sont emballés, et on parlait en début de webinaire justement de la question de l'utilisation qui peut être faite après ça des vidéos. Nous, comme les sujets qu'on traite sont souvent assez pointus,
je ne pense pas qu'on soit très utilisé par des profs dans les classes secondaires, enfin, au collège, au lycée, voire en primaire. Mais souvent, les chercheurs nous disent qu'ils ont utilisé la vidéo qu'on a produite sur leur recherche pour la diffuser à leurs étudiants en amphi. Ouais, c'est ça. Finalement, ça permet aux chercheurs d'avoir des petits pitchs de leur recherche très bien fichus. Exactement. Ça fait une utilisation. Alors, il est déjà 17h50, donc je vais laisser la parole à vous, chers participants, spectateurs. Donc, si vous souhaitez poser des questions, maintenant, c'est le moment, en rallumant votre micro et votre caméra. Et puis, s'il n'y a pas de questions, j'ai évidemment d'autres questions à poser à nos invités, parce que c'est passé très, très vite. Donc, c'est à vous. Vous pouvez aussi activer la petite main sur Microsoft Teams pour ceux qui sont habitués. Alors, Mélanie Poulet, est-ce que vous souhaitez ouvrir votre micro et caméra pour nous poser la question? Allez-y. Oui. Bonsoir. Bonjour à vous, merci. Alors, je suis en mémoire, moi aussi, de master, mais dans les sciences humaines, en éducation, et on me demande, dans ce mémoire, d'apporter les résultats de la recherche au public enseignant. Et donc, je dois m'atteler à la tâche de vulgariser la recherche, et j'aimerais savoir s'il existe des grandes lignes directrices pour aider à la vulgarisation. Merci. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des codes quand on vulgarise? Est-ce que ça s'apprend en fait? C'est un peu ça votre question. Oui, où on parle de protocole. Donc moi, c'est vrai que comme je suis dans les sciences humaines, c'est plus complexe aussi, mais est-ce qu'il y aurait voilà, ce genre de... vous seriez déjà vous-même pris les pieds dans ce tapis-là, je dirais. Alors, qui souhaite répondre? Je ne sais pas, Anne Dosière peut-être, parce que vous pilotez pas mal de programmes, je ne sais pas en fait, ou quelqu'un d'autre. Oui, vous m'entendez là? Oui, alors je donnerai la parole à Antoine ensuite, allez-y. Oui, alors effectivement, la grosse difficulté de communiquer sur les résultats de recherche, c'est qu'à la base, c'est pas forcément le métier des chercheurs. Enfin, en tout cas, c'est des choses qu'ils savent pas faire. Nous, c'est vrai qu'on se fait aider. À la fois, on a un journaliste scientifique dans notre équipe qui va pouvoir transposer les résultats et pouvoir les diffuser, créer des contenus, que ce soit des articles ou des vidéos ou des contenus audio, mais quand même, je crois que vraiment d'avoir des médiateurs intermédiaires entre les équipes de recherche et pour la transmission, et c'est vraiment central. Antoine Fournier, peut-être pour cette question. Oui, je compléterai juste, du coup, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que trouver un intermédiaire peut être un professionnel de la médiation peut être une excellente idée. Et peut-être qu'on peut s'inspirer aussi du travail qui est déjà fait sur YouTube par d'autres vidéastes qui sont dans les sciences humaines et sociales. Je pense à la chaîne d'Horizon Gull, qui est pour moi un travail remarquable sur les sciences humaines et sociales aussi. Peut-être que vous pourriez aller jeter un coup d'œil dessus. Merci de ces pistes. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole pour une question? Alors, n'hésitez pas à allumer directement votre caméra. Je vois plusieurs mains levées, mais je ne vois pas forcément. Voilà, peut-être Roselyne Prieur. Vous pouvez allumer votre caméra. Bonsoir. Bonjour. Moi, je suis enseignante, comme Antoine, enseignante de SVT. Et j'utilise régulièrement les chaînes YouTube, donc je voulais vous exposer un petit peu comment je les utilisais. Pas forcément sur un temps de classe, parce que moi aussi je trouve que la classe, c'est pas forcément réservé à ça, on a d'autres choses à faire et à traiter à ces moments-là. Par contre, toute ma réflexion, elle me vient de l'observation de mes enfants, qui utilisent beaucoup les vidéos YouTube. En tout cas, mon fils, quand il était au lycée, mon petit dernier, il utilisait beaucoup les vidéos YouTube, il allait voir pour apprendre, il allait quotidiennement, voire bien plus sur YouTube. Dès qu'il avait un problème, il cherchait sur YouTube. Donc là, je me suis dit, mes élèves, il n'y a pas de raison qu'ils soient différents, si ce n'est par l'âge. Et donc, ça fait des années que je propose un site internet, un blog à mes élèves. Et là, je les fournis, je les alimente en
en vidéo qui pourrait les intéresser. Au moins, là, ils n'ont pas besoin. Les parents vont être en confiance parce que c'est moi qui leur propose. Moi, je les ai regardés, j'ai pris le temps de voir si j'étais d'accord ou pas d'accord avec. Et je leur propose directement comme ça. Et après, je leur dis, vous voyez, il y a ça à regarder, il y a ça à regarder. Madame, on peut regarder maintenant? Non, non, ce sera chez vous. Vous irez voir un petit peu plus tard. Si vous avez envie, vous avez plein de choses à voir. Voilà. Vous enseignez au collège ou au lycée? Au collège, oui. Et c'est leur travail, leur devoir du soir de regarder ça. Alors, je voulais rajouter que, comme je fais partie des cahiers pédagogiques, et je ne sais pas si vous me redonnerez la parole avant la fin, donc nous sommes partenaires toujours des TEDUC et pour l'organisation. Nous organisons d'ailleurs nous coordonnons d'ailleurs un nouveau dossier sur l'enseignement des sciences et en particulier les sciences numériques. Donc, bienvenue là-dedans. Et que nous allons bientôt aussi sortir, nous avons déjà sorti un dossier sur l'enseignement des sciences qui parle un petit peu de l'usage du numérique. Et puis, je crois que j'avais autre chose à dire, mais je ne m'en souviens plus. Ah si. Nous participons au forum La main à la pâte, qui va bientôt avoir lieu samedi dans 15 jours ou 3 semaines, et qu'il faut aller vous inscrire, parce que là aussi, vous rencontrerez des tas de gens qui vont dans ce sens-là. Merci beaucoup. Donc, c'est bien noté pour le numérique dans les classes ou dans l'éducation. On lira ça avec grand plaisir. Qui d'autre veut prendre la parole? Il y a pas mal de questions. Alors, attendez, j'essaie de voir. Qui veut répondre? Je ne vois pas les noms. N'hésitez pas à allumer directement votre caméra et puis à poser la question, parce que je ne vois pas forcément les noms de tout le monde s'afficher. Alors, Franck, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour ces échanges. Moi, j'ai des questions sur YouTube avec la pub, parce que c'est devenu quand même vraiment très important. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, oui. Pardon. C'est autour de la pub et YouTube, parce que moi, j'ai un peu arrêté totalement les partages, parce que beaucoup de chaînes, sur beaucoup de chaînes, pas toutes, mais il y a beaucoup de chaînes qui étaient assez intéressantes, mais qui a vraiment trop de pubs tout le temps. Quoi que ce soit pour le lancer en classe ou pour même le partager à la maison, ça m'embête un peu. Donc, j'avoue que je le fais plus. Alors, des fois, je fais des trucs, je pense pas que ça soit totalement dans les clous avec Peertube. Je récupère des vidéos qui m'intéressent et je les bascule sur Peertube, voilà. Mais je le fais pas trop parce que ça me fatigue et que je fais pas hyper légal. Et je comprends les gens qui ont besoin de gagner leur vie. Mais en même temps, moi, de mon côté, en tant qu'enseignant, ça m'embête de partager toute cette pub. Donc voilà, c'est une question autour de ces réflexions-là, autour de la pub. Et après, il y avait une autre deuxième truc, et comme ça, après j'arrête, c'est, je découvre là, nous, on a maintenant accès à des outils un peu de MOOC qui s'appellent ELEA, sur l'Académie de Versailles et dans l'Île-de-France. Et on a la possibilité de faire du HTML5 sur les vidéos, donc de rajouter de l'interactivité un petit peu aux vidéos, de mettre des questions, d'arrêter, de mettre des petits liens pendant la vidéo, quoi. Et je trouve ça pas mal. Et il y a aussi même la possibilité de faire des vidéos un peu parcours. Donc, j'avais vu ça aussi qui a été bien fait une fois. Genre, on pourrait visiter un labo scientifique et quand on clique sur la porte de droite, on rentre dans l'espace microscope. À gauche, on rentre dans le bureau. Voilà. Et donc, de rendre les choses un peu plus interactives que la vidéo simple qui est assez passive. Voilà. C'était les deux interrogations, donc la pub et l'interactivité. Merci. Alors, peut-être Aurélie Froger, vous souhaitez répondre à Franck? Oui, concernant la pub, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, en fait, c'est un moyen pour certains vidéastes en fait, de se rémunérer. Bon, c'est que une petite partie, enfin, c'est pas une grosse rémunération de toute façon qu'ils ont. Mais par contre, si c'est pour votre classe, n'hésitez pas à contacter les vidéastes directement. Souvent, il y a une page contact. Vous leur envoyez un mail et assez souvent, ils sont très contents de partager leur production pour les enseignants. Donc, peut-être qu'ils pourront vous donner un lien directement pour que vous puissiez le télécharger sans pub. Et du coup, j'en profite aussi pour répondre à la dame qui a pris la parole juste avant, qui parlait d'aider les parents à trouver des contenus fiables. En fait, vous avez des plateformes, typiquement, vous avez parlé du Café des Sciences tout à l'heure. Nathalie en a parlé tout à l'heure, c'est une association en fait qui regroupe plein de ressources scientifiques qui sont avec des contenus fiables. En fait, dessus, les membres qui proposent des contenus sur cette plateforme-là
sont triés sur le volet, disons. On regarde leur contenu, on voit si c'est des contenus fiables et sourcés, et à partir de là, on les met en ligne sur la plateforme, et donc vous pouvez aller là-dessus, et normalement, il y a des contenus qui sont assez sérieux. Et du coup, ça fait aussi un lien avec la question encore d'avant, c'est qu'il y a des enseignants en fait qui proposent à leurs étudiants de faire des vidéos YouTube, avec les mêmes codes YouTube. Donc ils apprennent la vulgarisation comme ça. Ça leur permet aussi de s'immerger dans certaines thématiques scientifiques en fait, et d'apprendre les codes de YouTube et de voir comment on vulgarise. Et ils apprennent tous ces codes-là, et c'est assez chouette à mettre en place. Voilà, je vous rends la parole. Je vais peut-être laisser la place à une autre question. Désolée Antoine, mais je crois que comme il y a beaucoup de questions et c'est plutôt une chance, on va essayer de... Alors il y avait Roselyne qui souhaitait poser une question. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra s'il vous plaît? Non, pas de question. Alors attendez, je vois... Si, c'est moi qui suis intervenue tout à l'heure. Ah pardon, excusez-moi. Donc, qui souhaite, parce que je vois beaucoup de mains levées, n'hésitez pas à allumer votre caméra directement et poser la question. Sinon, je passe la parole à Antoine, qui souhaitait réagir. On n'a pas trop parlé de ce qu'on pouvait recueillir en fait à partir du moment où on utilisait ces moyens de culture populaire vers différents types de publics pour la recherche, en fait, les résultats. Anne Deuzière, moi, je voulais vous entendre un petit peu sur ce que met en place le MNHN dans certains de ses labos. Enfin, quel retour on a au-delà de la question scientifique qui est posée par un observatoire de Viginature, donc une question scientifique précise. Derrière, on va avoir d'autres données sur, par exemple, le regard de certains publics sur la nature, ou il y a des études comme ça qui ont été faites qui sont finalement un peu, qui prennent un peu de la hauteur par rapport à, enfin, voilà, on quitte juste le domaine de l'observation et on regarde les gens observer, en fait, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, effectivement, sur la production de données, là, en l'occurrence en écologie, on a plus d'une centaine de publications qui ont été faites grâce aux données récoltées par les citoyens dans le cadre de Viginature. Mais on a aussi des données en sciences humaines et sociales sur vraiment l'effet de la participation. Et on va avoir un effet à plusieurs niveaux. Je dirais un premier niveau qui va être une évolution du regard porté sur la nature, avec des éléments de nature qui vont devenir visibles et qui étaient jusqu'alors invisibles. Et ça, on le voit dans des études à la fois faites avec les scolaires, mais aussi avec des gestionnaires d'espaces naturels, ou aussi avec du grand public. Donc, on va avoir vraiment ce changement de regard et on va observer une biodiversité qui était jusqu'alors qu'on ne voyait pas alors qu'elle était là. Donc ça, c'est la première chose. Après, on va avoir des études qui montrent qu'on a une évolution des compétences des participants, avec une montée en compétences et des apprentissages qui sont réalisés. Et puis, si on va encore plus loin, on va pouvoir observer également, certaines études montrent des changements dans les pratiques autour de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va avoir une diminution, par exemple, de l'utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins par le grand public. Et donc, on va avoir cette participation qui va vraiment opérer des changements à plusieurs niveaux, à la fois au niveau des connaissances, mais même sur les pratiques directement en lien avec la biodiversité. Ouais. C'est-à-dire que le fait de participer à la science permet ensuite de faire des évolutions plus profondes sur de plus long terme. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, sur ce sujet, Sylvain Boulet, vous enseignez également à l'université et vous utilisez la science participative comme un outil pédagogique à part entière avec vos étudiants? Oui, c'est ça, en fait. Au-delà de Vigiciel. Oui, c'est ça, au-delà de Vigiciel, même si j'utilise Vigiciel et notamment la partie Vigicratère dans les enseignements. Donc ça de manière générale, on est à l'université, on essaye quand même aussi de réfléchir à des petits changements pédagogiques, tout le côté un peu plus actif. Et c'est vrai que récemment, en fait, je pense que le côté sciences participatives peut être appliqué assez sur des thématiques sans faire une grosse plateforme ou ce genre de choses. On peut essayer de développer des outils assez rapides pour que les étudiants, en fait, sur un ou deux cours, à partir d'une thématique scientifique. Donc là, par exemple, si je donne un exemple qu'on avait fait récemment, en fait, un de mes doctorants avait une énorme base de données de cratères
d'impact sur Mars à trier en fait. Et donc du coup, cette base de données, il y avait plus de 400 000 cratères d'impact et ça lui aurait pris sa thèse entière pour le faire. Et donc en fait, on a mis en place un tout petit outil assez facile à utiliser pour les étudiants et surtout à développer. Et à partir de ça, on les a insérés dans les cours de L2 où l'étudiant devait apprendre à trier en fait les cratères d'impact. Et donc on a eu à peu près une soixantaine d'étudiants. Et en fait, ces 60 étudiants ont fait le travail avec le doctorant. Et au final, aujourd'hui, il y a une publication d'accepté. Donc où tous les étudiants sont associés à la publication. Donc ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'était les étudiants qui étaient en L2 maintenant sont en master ou en début de thèse et au final, ils ont déjà une première publication, ils ont vu tout le processus de publication scientifique. Donc c'est vraiment une formation par la recherche et c'est, je pense, intéressant de développer de toutes petites applications quand un chercheur a une grande base de données ou des choses qu'il ne peut pas faire tout seul. Ça permet justement aussi de voir qu'on a une grande évolution de l'amateur en fait qui participe à ces programmes de sciences participatives ou à des petites démarches comme ça. Finalement, il y a eu une évolution dans le temps finalement c'est des amateurs de plus en plus avertis ou qui peuvent développer leurs connaissances et du coup développer un lien avec les chercheurs plus étroits et avec leur propre point de vue. Je vais prendre d'autres questions parce que je parle beaucoup, mais je vois qu'il y a des mains levées. N'hésitez pas à allumer vos caméras directement, comme je n'ai pas tous les noms devant les yeux. La parole est à vous. Sinon, Antoine, vous souhaitiez réagir à ce que disait Franck concernant l'interaction aujourd'hui permise par certains outils sur les vidéos. Oui. En fait, c'était pour proposer. Du coup, je l'ai proposé dans le chat, en fait, mais c'était pour proposer des outils comme Edpuzzle qui permettent en fait de mettre les vidéos dessus et ça enlève les pubs et ça permet même d'empêcher les élèves de zapper dans la vidéo. Donc, pour utiliser une vidéo en cours, c'est un outil qui peut être très intéressant. Je le conseille. Et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire Sylvain, je trouve ça très intéressant parce que l'enseignement, j'ai l'impression que ces dernières années, ça va de plus en plus vers des enseignements où on fait participer l'élève, où on est dans un enseignement participatif un peu. Et la communication en sciences utilise aussi des sciences participatives. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, d'ici 10 ans, on fait le pari que les deux vont finir par se rejoindre en fait dans une démarche commune. Donc c'est peut-être ça en fait qui marche avec le public, c'est les faire participer pour les faire découvrir par eux-mêmes les connaissances et les méthodes intéressantes à savoir. On peut peut-être parler, Élodie Chabrol, d'une initiative que vous avez mise en place avec Sylvain Boulet, entre autres, qui s'appelle On the Moon Again. Alors, c'est une autre. Et même surtout Sylvain, en vrai. Voilà. Et moi, je l'aide. Voilà, voilà, on a déjà peut-être un événement un peu hybride. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots de quoi il s'agit, peut-être expliquer Alors l'idée, Sylvain, si jamais je dis des bêtises, tu me corriges. Mais l'idée, c'est de proposer aux gens un peu partout dans le monde de prendre leur télescope ou leur instrument d'observation astronomique, de les mettre dans la rue et en gros de montrer la Lune et les planètes, tout ce qui est possible de voir ce soir-là, aux gens qui passent. C'est au mois de mai. Non, pas du tout. Je confonds avec Point of Science. C'est au mois de juillet. Et on a fait ça en 2019, c'était vraiment bien. Et ce qui était sympa et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que là, on va choper les gens là où ils sont en fait. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendent pas du tout à voir de la science ou à voir la Lune ou à avoir ce genre d'expérience. Si, par exemple, à Paris, ils marchent sur les quais de Seine et ils voient un télescope et on leur propose de regarder la Lune. Et c'est toujours très, très… Moi, je trouve ça émouvant et je trouve ça vraiment très sympa à regarder, la réaction des gens. Et c'est vrai que du coup, ça leur permet d'avoir une expérience qu'ils n'avaient pas prévue. Et pour moi, c'est un niveau de communication scientifique qui est vraiment assez poussé parce que c'est pas des gens forcément convaincus, c'est pas forcément beaucoup de science qu'on leur donne, mais en tout cas c'est un petit émerveillement sympa qui, je pense, généralement leur reste un petit peu dans le cœur. Sylvain Ouais, non mais tu as tout bien dit, c'est parfait.
Non, mais là où je rejoins, enfin, ce qu'avait dit Élodie, et je crois que c'est Nathalie qui avait dit ça sur le chat tout à l'heure, je pense qu'on a un vrai besoin quand même de toucher les gens et de les faire retrouver le concret quand même et l'émerveillement. Alors évidemment, tout ce qui est fait sur le net, sur YouTube, etc. est super parce que ça donne accès à plein de choses. Mais je pense que il faut pas oublier le réel et de prendre le temps. On est quand même aujourd'hui dans un peu une surconsommation de savoir, etc. Et quand on est, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où effectivement on passe quand même d'un contenu à un autre, bah, On the Moon Again, c'est quand même finalement un moment donné où on se balade, on s'attend pas du tout à recevoir quelque chose, et finalement on reçoit un moment quand même dans la tête qui est assez important pour ceux qui ont jamais observé la Lune. Et c'est le seul moment enfin voilà, c'est quelque chose qu'on déguste. Là, on n'est pas dans la consommation parce qu'on l'a voulu. On est voilà, on est dans l'émerveillement et on est dans l'émotion. Et cette émotion, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que il faut qu'on arrive à essayer de faire passer plus d'émotions et effectivement essayer de bien relier le réel avec le virtuel, quoi. Et cet émerveillement, c'est aussi le moyen de désacraliser finalement la figure du chercheur. Élodie Chabrol, vous tenez beaucoup à cette idée-là de pouvoir montrer finalement les chercheurs tels qu'ils sont et loin du cliché de l'homme âgé avec sa blouse. Enfin voilà, si on en est encore là, mais parfois on en est encore là. En tout cas, de rendre plus accessible ceux qui font la science, en fait, pour aussi peut-être ouvrir des vocations Ouvrir des vocations et puis aussi ouvrir peut-être juste une curiosité envers la science. C'est vrai que pendant les soirées Pint of Science, j'ai été surprise au début et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de récurrent. C'est que les gens posent des questions aux chercheurs et aux chercheuses sur leur quotidien. Sur leur parcours, sur pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, pourquoi ce sujet-là et pas un autre, quel est leur type de journée, etc. Ils aiment bien voir des choses du labo aussi quand les scientifiques leur rapportent un truc du labo. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit truc, ça peut être un instrument, ça peut même être une photo de là où ils travaillent. Mais en gros, les imaginer travailler, c'est vrai que ça change beaucoup de choses parce qu'au final, il y a tellement de clichés autour des scientifiques, comme quoi ils sont inaccessibles, qu'ils parlent qu'en jargon, qu'ils sont un peu au-dessus de tout le monde, etc. Que voir que déjà, ça peut être un peu tout le monde. Ça peut être c'est des jeunes, des hommes, des femmes, des moins jeunes. C'est vraiment un peu voilà tout le monde. Je pense que ça permet aussi de se rapprocher et de rapprocher la communauté scientifique du grand public entre guillemets et de se dire que au final ces gens qui ont l'air inaccessibles ne sont pas tant que ça. Donc c'est vrai que sur Pint, en tout cas, j'avais pas mal surfé là-dessus, de voir que en fait les gens, leur vrai bonheur, c'est de rencontrer un ou une scientifique, d'avoir l'impression qu'ils peuvent avoir une vraie discussion avec eux. Et ça, c'est ce que permet le bar aussi ou les cafés, c'est de se sentir au final égal à égal. On boit un verre avec un chercheur plus que une grande salle de conférence avec quelqu'un qui va être très très loin sur une scène avec un pupitre où on va poser une question, mais on fera attention à la question. Alors que là, dans un bar où c'est un peu plus convivial, un peu plus informel, on va oser poser ce genre de questions en fait, qui reviennent à chaque fois. Et les portes que vous ouvrez, pour vous, c'est aussi une façon de peut-être mettre un peu des digues par rapport à l'influence de tout ce qu'on voit aussi sur YouTube également, qui sont des infox et autres. Est-ce que finalement de s'émerveiller et de pouvoir discuter librement comme ça avec ceux qui font la recherche, c'est finalement un rempart un peu démocratique par rapport à l'influence de toutes les fake news et autres qui pullulent pas mal dans la science également? En fait, les fake news, elles jouent aussi beaucoup sur l'émotion, souvent. Et du coup, remettre de l'émotion, de l'émerveillement ou même rien que de l'humanité dans la recherche, dans la science, dans la communication aussi, dans la façon dont on communique la science, je pense que ça peut permettre aussi, du coup, de balancer un peu ça. Alors, bien sûr, c'est pas forcément la clé. Il y a pas de recette magique. Hein. C'est pas en montrant forcément les scientifiques comment ils travaillent que boum d'un coup il y aura plus d'anti-vaccins. Mais en tout cas, c'est un pas, je pense, intéressant dans cette voie-là, de montrer l'humain en gros derrière le ou la scientifique. Merci. Alors, on a une question de Mélanie Poulet. Oui. Allez-y. Encore moi, je rebondis justement sur ce qui vient d'être dit un petit peu précédemment, sur l'effet finalement de ces vidéos ou de ces sciences participatives. J'ai noté que pour ce qui concernait les sciences participatives au niveau de la biodiversité, des études auraient montré que
les participants, les amateurs auraient gagné en connaissances et auraient changé leur pratique. Est-ce que dans les autres expériences que vous avez pu mener, vous avez eu cet effet-là? Merci. Pour les séances participatives en particulier? Non, même avec l'apport des recherches, même sur YouTube. Alors, est-ce qu'on a, justement, ouais, c'était un peu la question qu'on a essayé de décrypter, mais on n'a pas toujours des retours de la communauté, justement, sur les apprentissages. Aurélie Froger, vous avez des retours peut-être via Tela Botanica de ce qui est fait des connaissances? Est-ce qu'il y a une évolution des attitudes? Ou je ne sais pas qui souhaite répondre, en fait, sur ce point. Je vais peut-être plus laisser la parole à Anne là-dessus. Moi, je suis arrivée à Tela il n'y a pas très longtemps. Du coup, moi, j'ai pas ce recul-là. Très bien. Ouais, si je peux juste reparler là-dessus, c'est vrai que l'avantage qu'on a sur les programmes Viginature, c'est qu'on a un recul important. Ça fait 10 ans qu'on fait ces programmes-là pour les scolaires, 15 ans pour le grand public et 30 ans pour des publics naturalistes. Donc, ça a permis de laisser le temps à ce qu'il y ait des études en écologie, mais aussi en sciences humaines et sociales qui soient réalisées sur cette participation. Donc, je ne sais pas s'il y en a pour d'autres types de médiation scientifique, s'il y a ce type d'études, c'est peut-être moins facile à réaliser. C'est possible. Et je pense que pour YouTube, c'est pas si simple non plus de savoir. Nathalie Lambert, je ne sais pas si vous êtes encore là, par rapport aux réactions aux vidéos YouTube du CNRS, vous avez finalement des réactions dans les commentaires, mais peu de suivi de voilà, qu'en fait le public ou comment ils évoluent par rapport à la réception de tout ça. Alors, on a des réactions sur la forme. Des fois, on a des commentaires du style moi, je suis enseignant, j'ai utilisé votre vidéo. Mais quand on leur demande dites-nous ce que vous en avez pensé ou expliquez-nous comment vous l'avez utilisé, c'est vrai qu'on n'a pas de retour, mais parce qu'ils sont sûrement très très pris, donc je leur en veux pas, hein, je comprends. Mais c'est vrai qu'au niveau qualitatif, on n'a pas lancé d'études, en tout cas au niveau de CNRS Images et des médias sociaux, sur la perception et ce que les gens en ont fait après, quoi. Comment ils se l'ont approprié et comment ils l'ont transformé dans leur apprentissage, si c'était fait pour un apprentissage, quoi. Merci. Désolée. Est-ce qu'on a une dernière question? Sinon, on va pouvoir... Je crois qu'il y avait Thierry qui vous souhaitait poser une question, non? Je vois un Thierry qui s'affiche, peut-être pas. En tout cas, avant de vous laisser, je voulais déjà vous remercier toutes et tous pour votre participation et voilà, ces échanges fructueux de ce soir. Et puis également vous annoncer le thème du prochain TEDx qui aura lieu le 14 avril prochain. Même lieu, même heure, si je puis dire, qui aura pour thématique le sport donc face aux enjeux de 2021. Donc c'est assez large et donc ça s'adresse toujours à la communauté éducative au sens large et à tous ceux que ça intéresse bien sûr sur inscription. Merci encore à vous tous pour votre participation et excellente soirée et à très bientôt.